Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Non seulement nous sommes le nombril de la semaine, mais pour la plupart des gens que je connaisse, demain c'est la paix. On est content. Donc, demain, c'est la paye. Et aujourd'hui, on est mercredi. Donc, je salue tout le monde qui est là ce soir, qui va être là ce soir, qui vont regarder le live plus tard. Bonsoir, vous êtes avec J'aime Kerma. Et oui, je suis de bonne humeur. Peut-être que ça paraît, mais je suis de bonne humeur. Et je veux vous partager cette bonne humeur-là parce que on n'en partage pas assez. On partage pas assez d'amour. On partage pas assez d'ondes positives. Donc aujourd'hui, grâce à ma bonne humeur, j'espère vous égayer un peu. J'espère vous rendre un peu plus heureux. Donc, bienvenue au Kerma 10 Minutes. Ce sont des révisions. J'ai des examens dimanche et mardi prochain. Donc, on fait la révision. Vous faites la révision avec moi. Je révise avec vous. Et en même temps, je vous partage les connaissances que j'ai récemment acquis, que j'ai récemment acquis. Et, voilà, commençons quoi. Puisqu'on avait déjà commencé, on avait parlé de la mobilisation des ressources humaines. On disait que la mobilisation des ressources humaines, c'était afin de prendre des bonnes décisions, afin de comprendre aussi qu'est-ce qui soutient cette performance durable qu'on veut atteindre et comment est-ce qu'on peut l'atteindre. Donc, on avait parlé de plusieurs choses déjà. On a parlé, si je fais un petit récapitulatif, on a parlé des contextes qui nous poussent et qui nous demandent de nous mobiliser. Quand on parle de mobiliser, on parle de motiver, mais en groupe, donc un groupe assez important qu'on appelle d'ailleurs la masse critique. Donc, c'est un groupe qui est assez important, peu importe le nombre d'employés qui sont ou de gens, c'est un groupe assez important qui influence les autres à bouger. Donc, on a parlé justement qu'il y a des changements socio-économiques auxquels on fait face ou qu'on va faire face. Il y a aussi des raisons, des fois, de s'intéresser à la mobilisation. Donc, admettons qu'on veut implanter un nouveau système, des nouvelles procédures. Et aussi, si on voit qu'il y a une évolution dans les pratiques de la gestion de ressources humaines. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on voudrait savoir comment faire pour mobiliser les troupes. On a dit que les emplois d'aujourd'hui sont en évolution, plus diversifiés, plus complexes, plus exigeants. Il y avait plus de surveillance. Notre façon de travailler aussi elle diffère. On est plus flexible, plus cognitif. Les gens diffèrent. Leurs attentes vont être plus précises, vont être un peu plus impatients. On avait parlé de ce qui rendait la performance, de ce qui faisait qu'on perd de la performance. Donc, il y avait des trucs comme responsabilité mal spécifiée, des actions mal définies, des responsabilités pas des responsabilités mal spécifiées, pardon, des stratégies mal communiquées. On avait parlé des conséquences, pardon, et des reconnaissances qui sont inadéquats, des suivis inadéquats, un manque de leadership chez les cadres, manque d'engagement chez les cadres. Donc, on avait parlé de tout ça. On avait aussi dit que dans le temps, il y avait des manières traditionnelles de faire qui sont un peu changées aujourd'hui dans la modernité, que ce soit la structure verticale versus horizontale d'aujourd'hui, que ce soit le travail divisionnel versus le travail qui est polyvalent aujourd'hui, des compétences spécialisées versus des compétences élargies d'aujourd'hui, des exécutants versus des participants d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on voit que le rôle du RH, le rôle du gestionnaire de projet doit avancer et doit changer. Et puis, c'est pour ça qu'on a aussi défini les rôles. Ils ont des rôles comme des processus, des partenaires stratégiques. C'est aussi des facilitateurs en innovation et des experts en changement. Ce sont des représentants des employés. Donc, ça cap fait tout le monde. Bonsoir tout le monde, ceux qui viennent de se joindre à nous. On parle de mobilisation des troupes. Et aujourd'hui, on va spécifier en fait qu'est-ce que l'injustice.
Je ne faisais que rappeler à tout le monde de quoi on avait parlé déjà. On avait parlé de la mobilisation en tant que telle et des actions et des comportements qu'on doit faire pour être en mode mobilisation. Il y a aussi la démobilisation. Ça, c'est lorsque on va voir des vols d'heures ou bien des absences non justifiées. Puis ça peut aller jusqu'à l'agression physique et sexuelle et même de l'abus mental. Donc, ça peut aller très loin, la démobilisation. On a aussi parlé de la roue. La roue de la mobilisation, c'est justement les 8 actions qu'on prend qui sont divisées en 4 étapes. Donc, c'est le contrat de travail, donc quand on est dévoué au travail, contrat de travail, motivation individuelle, mobilisation individuelle et lorsqu'on rentre la masse critique, donc le groupe de personnes assez important pour faire bouger les choses, alors on obtient la mobilisation continue ou bien la mobilisation collective. On parlait aussi de comment les performances de l'organisation, en fait, on parlait de comment les performances des ressources humaines agissent sur la mobilisation et sur le climat de travail. Et on disait aussi comment la performance de l'organisation, elle, agit sur la performance des ressources humaines, sur la mobilisation et sur le climat de travail. On disait qu'il y avait 4 leviers importants dans l'organisation, soit la vision et la mission, même les objectifs de l'organisation. On parlait du leadership des cadres. Est-ce que vos cadres ont un bon leadership? On a aussi parlé de l'organisation du travail, donc comment est-ce que le travail est organisé? Et la gestion, les pratiques de gestion de ressources humaines. Donc, 4 leviers importants qui vont agir sur le climat du travail, le climat qu'on disait qui sont faits à travers et à partir de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que les gens ont fait, leur réputation. Bref, et ça nous permettait aussi, le climat nous permettait aussi d'avoir une idée sur une situation, une interprétation sur une situation qui se passe, ou bien nous, de nous modeler nos actions par rapport au climat de travail. Si le climat de travail, tout le monde est chill, il n'y a pas de raison pour vous que vous soyez hyperactif, et vice-versa. Bien sûr, vous devez rester authentique. On a parlé de la mobilisation, donc le cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la performance de RH qui assurait une stabilité chez le personnel et aussi une présence du personnel. Et puis, ça assurait aussi un bien-être mental et physique. Et lorsqu'on parle de la performance organisationnelle, on parle de la rentabilité, la productivité, l'efficacité, la qualité des services et des produits et aussi la satisfaction des clients. Merci, ma cousine. Donc, on a aussi parlé hier, on a développé qu'est-ce qui était le climat organisationnel. Comme je vous disais, c'est une perception qui est collective, une perception que tout le monde a, que les membres ont, que les employés ils ont. C'est une source d'influence sur notre comportement. Le climat peut changer tout dépendamment qu'est-ce qui change chez l'employeur. Le climat, on parlait donc de 3 aspects importants, la confiance, le soutien et la reconnaissance. On a défini que la confiance alimentait la confiance. On a aussi défini que la confiance et le soutien sont très liés. Et on a parlé longuement des reconnaissances, des formes de reconnaissance qui sont soit monétaires ou non monétaires. Non monétaires, elles peuvent être ciblées, elles peuvent être symboliques, elles peuvent être en équipe, elles peuvent être individuelles. Donc, on a vraiment parlé de tout ça. On a même dit que le manque de reconnaissance, c'est le 2e facteur qui fait en sorte que les gens vont en détresse psychologique au travail. Donc, justement, on a aussi dit que des fois, la reconnaissance peut faire peur aux gestionnaires, ils peuvent perdre du pouvoir. Ils peuvent perdre du pouvoir, des fois, ils ont peur d'avoir des résultats plus négatifs que positifs aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a 4 autres beaux lives qui en parlent. Aujourd'hui, on parle de la justice parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes d'injustice ou bien est-ce juste leur perception? Alors, c'est ce qu'on va voir. Si vous avez une équipe de travail, si vous êtes gestionnaire, si vous voulez être gestionnaire, si vous dirigez des gens, écoutez ceci, ça va vous assurer d'être le plus juste possible. Si vous êtes des employés, écoutez ceci aussi parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas victime d'injustice ou bien si vous l'êtes, je vais vous donner des petits trucs pour savoir quoi faire. Dans un premier temps, la justice, on ne parle pas d'injustice, la justice, c'est une condition psychologique.
On a dit dans les lives passés qu'une condition psychologique, c'est une perception qu'on a. Donc, la justice, c'est une perception qu'on a et il y a trois types de justice. Il y a la justice distributive, il y a la justice procédurale et la justice interpersonnelle. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Donc, la justice distributive, elle, c'est une perception de l'équité par rapport à la distribution des ressources. Quand on parlait de ressources, dans le premier live qui parlait de mobilisation, on a parlé des ressources financières, ressources humaines, donc ressources nous, les employés, et ressources technologiques, donc les outils de travail, que ce soit un crayon à une clé USB. Alors, la justice distributive, c'est justement la perception d'équité de distribuer les ressources. La justice procédurale, c'est la perception d'équité sur les règles. Donc, est-ce que les règles sont équitables, sont justes, est-ce qu'elles sont respectées? Par la suite, on a la justice interpersonnelle qui, ça, c'est une perception de l'équité dans le traitement personnel. Donc, les traitements des gens, comment est-ce qu'on traite les gens, comment est-ce qu'on traite les employés. Tout ça, ces trois justices-là, ces trois formes ou types de justice-là mènent à l'engagement. OK? Et ça mène à l'engagement et aussi à d'autres comportements qui mènent à la mobilisation. On veut mobiliser les troupes. Parlons de la justice distributive. La justice distributive, c'est une évaluation que l'employé a de sa contribution dans l'entreprise par rapport à qu'est-ce qu'il reçoit. Avez-vous déjà pris le temps d'évaluer votre contribution par rapport à ce que vous recevez? Première étape. Donc, on nous dit que la distribution des ressources, elle est appuyée sur trois éléments, soit l'équité, les besoins, ou bien la théorie de l'équité, ou bien ce qu'on appelle le principe de l'équité qui est par Mr. Adams. On va voir ça même un petit peu plus tard. Il faut comprendre que la justice distributive ne s'applique pas seulement au salaire, ça s'applique à toutes les ressources de l'organisation, comme on a dit plus tôt. Donc, revenons à la théorie Adams. La théorie de l'équité, c'est en fait se comparer à des référents. Sachez qu'un référent n'est pas toujours une autre personne. OK. On vous donne plus de détails. Dans la théorie de l'équité, on nous nommait 4 types de référents. Et je rigole déjà, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, 4 types de référents. Il y a des référents internes. Donc, c'est l'évaluation de la cohérence qu'on a d'une fonction à l'autre dans le même organisme ou d'une fonction ou d'un rôle à l'autre dans le même organisme. Par la suite, il y a le référent externe. Le référent externe, c'est la comparaison qu'on fait avec des postes qui sont semblables à l'extérieur de l'organisation, donc à l'extérieur de l'entreprise. Il y a aussi l'individuel. L'individuel, c'est l'évaluation qu'on fait par rapport à d'autres employés qui occupent le même emploi ou le même poste. Et ça, c'est peut-être le seul moment que le référent va être quelqu'un. Et ensuite, on a le référent qui est contractuel. Ben, c'est à savoir si on respecte le contrat qui est personnel ou le contrat qui est collectif. Le contrat qui a été, bien entendu, signé. Là, je rigolais tantôt parce que oui, on apprend les 4 types de référents, mais on apprend aussi 5 types d'équité. Donc, tu sais, moi, je dois étudier puis je dois apprendre les 2. Let's go! Alors, je vais vous l'apprendre aussi. Les 5 types d'équité, on a, dans un premier temps, le contractuel ou bien le légal, et ça, c'est le respect des lois liées au salaire. Donc, on parle du salaire minimum, les règles sur le salaire minimum, les lois sur l'équité salariale, puis on ne nommé que ceux-là. On a aussi l'externe, donc l'équité externe, celle-là, eh bien, c'est le benchmarking. Benchmarking veut dire c'est une analyse comparative, en fait. Donc, l'analyse comparative qu'on fait en plus, notre analyse, elle est formelle, hein, laissez-moi vous dire. Donc, analyse comparative formelle qu'on fait quand on compare avec d'autres emplois, mais dans le même marché, dans la même industrie. Ensuite, on parle de
interne. La interne, ça, c'est les emplois qui correspondent aux exigences semblables, qui sont rémunérés de manière équivalente. Par la suite, on parle d'aide individuelle, donc un type, comme on a dit, type d'équité qui s'appelle individuelle. À ce moment-là, c'est la rémunération ou bien encore le salaire, la rémunération ou l'augmentation, pardon, de salaire pour un même emploi selon le rendement de l'individu ou bien selon l'ancienneté. Par la suite, on parle de collective. Donc, l'équité collective, elle, ça fonctionne selon le rendement. C'est la rémunération ou bien l'augmentation de salaire qui fonctionne selon le rendement de l'équipe, le rendement de l'unité, le rendement du département ou bien le rendement de l'organisation entière. Ou bien, c'est dans dans la convention collective. Et lorsqu'on parle lorsqu'on pense que c'est inéquitable, là, donc le salaire, lorsqu'on pense que on fait face à une injustice au niveau du salaire, au niveau de d'autres ressources, voici des stratégies que vous pouvez appliquer vous individuellement. Dans un premier temps, vous pouvez changer de référent. On a dit les référents qui sont internes, les référents personnels, les référents externes, il n'y avait pas de personnel, les référents individuels ou contractuels. Donc, changez de référent pour évaluer votre salaire ou votre condition ou la ressource qui est distribuée. Par la suite, vous pouvez demander de modifier la rétribution, demander de modifier ce que vous recevez. Vous pouvez aussi valoriser les autres aspects de votre travail autres que le salaire. Exemple, vous avez un salaire moche, mais au moins vous avez des superbes assurances ou bien vous avez 5 semaines de vacances. Et vous pouvez aussi modifier ces conclusions. Vous pouvez modifier vos conclusions par rapport aux référents en les relativisant. Donc, vous savez déjà que tout est relatif. Vous pouvez tout rendre relatif et voir que vous n'êtes peut-être pas victime d'injustice. OK? Mais si ça, c'est pas assez, à ce moment-là, bien, vous pouvez modifier vos contributions. Vous pouvez décider de donner moins d'heures de travail, de donner moins d'efforts pour le salaire que vous faites. Lorsqu'on se rend là, c'est un petit peu plate. Et comme dernière solution ou stratégie, quittez l'organisation. Vous pouvez vous retirer, ça ne fonctionne pas avec vous, vous avez essayé toutes les stratégies d'avant. Quittez, ne restez pas dans un endroit que vous êtes malheureux. Mais ce sont juste des stratégies qu'on vous propose. Hein? Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, passons à la justice procédurale. Quand on parle de justice procédurale, en fait, je veux juste vous dire que c'est une approche qui assure que les règles ou que les procédures pour décider d'allouer des ressources ou de ne pas les allouer, pour s'assurer en fait que ces règles, que ces procédures-là qui sont établies et qui sont suivies de manière équitable. On veut aussi que ces règles et que ces procédures soient perçues de manière équitable par les employés. C'est aussi un jugement, une perception que nous, employés, on a par rapport au respect des règles et au respect des processus de l'organisation. Et ce jugement-là, on l'applique aussi, en fait, on veut être sûr que c'est appliqué dans les décisions qui nous concernent, nous, employés. Donc, pour mettre place à une procédure, une justice procédurale, il y a 7 règles. Ce sont les règles l'éventail. Et voici comment ça fonctionne. Premièrement, on parle de la cohérence. Première règle, c'est cohérence. Qu'est-ce qu'on veut dire par la cohérence? On veut que les processus et les règles soient cohérentes entre les individus et le temps aussi. Donc, c'est une histoire de standardisation et uniformisation. Vous vous rappelez, dans le cours de management, je vous ai parlé de ça aussi. Hein? Donc, ce sont des notions qui se répètent, bien sûr, il faut juste bien les utiliser. Deuxième règle, l'éventail, pour mettre en place une justice procédurale, c'est bien la suppression des biais. Des billets. Biais. On essaie d'avoir des processus non biaisés. On ne veut pas favoriser les intérêts de certaines personnes pour rien. T'sais. Ensuite, on veut préciser l'information. Donc, si l'information, elle est précise et qu'elle est communiquée de manière transparente et expliquée à tout le personnel, on est dans ce qu'on appelle justice procédurale.
Quatrième règle pour mettre en place la justice procédurale, ben, c'est l'ajustement de la décision. Donc, on s'ajuste dans notre décision, on corrige la décision. Et pour ce, il faut qu'il y ait des processus et des mécanismes d'appel pour corriger, pour réviser certaines décisions qui ont été prises. Donc, on ne peut pas juste décider de les corriger comme ça. Il y a des processus aussi qui doivent être mis en place pour corriger ou pour revenir sur une décision qui a déjà été prise. Cinquième règle, c'est la représentativité. La représentativité, en fait, c'est de représenter les intérêts de tous les destinataires, donc de toutes les personnes qui vont être touchées par cette justice procédurale-là. Ensuite, il y a le principe, donc les principes moraux et les principes d'éthique, c'est de s'assurer d'être compatible ou d'avoir une certaine compatibilité avec les valeurs moraux et les valeurs d'éthique de ceux qui vont utiliser les processus. Septième règle, notre dernière règle, l'éventail pour mettre en place une justice procédurale, c'est le contrôle du processus par la partie concernée. Donc, moi, je suis concernée par une décision qui doit être prise, mais le best, c'est de me faire participer dans cette prise de décision-là. C'est ça qu'on appelle le contrôle des processus par la partie concernée. Donc, c'est un processus qui est participatif dans la prise de décision. Ces 7 règles permettent à un individu de décider si les composants procéduraux, donc si les procédures qu'on a mis en place par rapport au système social, ces systèmes-là qui règlent si on donne ou pas l'allocution. Donc, on veut s'assurer, ces 7 règles-là vont nous permettre de voir si les procédures sont justes. Et ça va aussi nous permettre de décider si la façon que les processus sont appliqués, est-ce que c'est équitable? Ça peut également aider l'individu à mieux accepter les raisons et les justifications d'une justice distributive ou bien des décisions qui ont été prises au niveau de la distribution. Maintenant, parlons de la justice interpersonnelle. Sachez que la justice interpersonnelle peut être influencée par la façon dont l'information est communiquée et ça peut aussi être influencé par le respect et la qualité des interactions, nos interactions sociales donc qu'on a entre nous ou bien le traitement du personnel, comment est-ce qu'on les traite pendant la communication, pendant la décision, pendant les procédures, pendant l'implantation. Donc, les façons dont l'information est communiquée et le respect et la qualité des interactions sociales et le traitement personnel qu'on reçoit par rapport à la décision. Parlons de qualité de l'information, voulez-vous? La qualité de l'information, sachez que l'employé ou les employés s'attendent à ce que l'organisation ou leur supérieur les informe d'une décision, d'une justification ou d'une raison, d'avoir pris cette décision-là. Les explications doivent être logiques et sincères, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est important de prendre une approche proactive, donc y aller de l'avant pour expliquer pourquoi et comment est-ce que les décisions vont être prises. Ça, c'est super important. Les décisions, bien sûr, qui touchent l'allocation et l'attribution des ressources. Maintenant, on peut parler du processus de communication. On en parle depuis tantôt. Donc, le processus de communication veut qu'un individu construit sa perception en fonction de la façon dont l'organisation traite les employés et selon la façon dont l'information est véhiculée par ses référents. Et dans ce cas-là, on parle des collègues, on parle du groupe, un groupe qui est respecté, on parle aussi de l'autorité, la légitimité. Vous voyez de quoi je parle. Encore dans le processus de communication, il est important de savoir que les collègues influencent aussi les perceptions de justice procédurale et interactionnelle. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait du climat. Les perceptions de justice interactionnelle sont influencées par le capital social. Vous vous rappelez, hier, on parlait du capital de confiance. Bien, c'est la même chose. Donc, capital social, c'est une banque de qu'est-ce qu'on fait avec le social. Et donc, les perceptions de cette justice-là sont influencées par le capital social qui a été bâti par rapport à la réputation du communicateur. Exemple.
Les relations qu'un employé développe avec ses supérieurs, c'est ça, le capital social. Il faut aussi comprendre que la justice procédurale et la justice interactionnelle sont fortement reliées, mais différents. Il faut aussi comprendre que ces deux justices-là, donc justice procédurale et justice interactionnelle, s'exercent à des moments bien différents. Donc, si vous avez des excuses et des justifications, ça va mener à une justice interactionnelle. Par contre, si vous manquez de communication, la justice procédurale va être mal perçue. Sachez que l'absence de l'un accentue l'importance de l'autre. Et lorsqu'on parle de pratiques de justice interactionnelle en gestion des ressources humaines, je vais vous nommer quelques pratiques. Dans un premier temps, on nous dit qu'il faut respecter les lois. Donc, par loi, on parle des chartes, dont la charte des droits de la personne qui interdit toute discrimination ou harcèlement. On va parler des programmes d'équité, des programmes d'accès à l'égalité et on va parler d'équité salariale. Donc, ce sont des lois à respecter. Comme autre pratique, on doit diffuser l'information, donc une bonne communication. La supervision et le coaching aident aussi comme pratique. On peut faire des sondages auprès des employés pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils se sentent. Très important, dans vos pratiques pour faire la justice interactionnelle, pensez à la protection de la santé physique et mentale de vos employés. Et par là, on parle de sécurité et santé au travail, on parle de gestion du stress et de l'épuisement professionnel. Respecter la vie privée des gens, aider les gens individuellement et puis des fois, on peut même faire appel au programme d'aide aux employés. Alors, dans d'autres pratiques, l'approche disciplinaire est juste. L'approche disciplinaire doit être juste et officielle. Donc, il ne doit pas y avoir de non-dit. Ça doit être clair. On parlait de communication tantôt, on parlait de diffusion d'informations. Notre approche doit être disciplinaire. Doit être juste et officielle. Et, par la suite, comme bonne pratique pour des justices interactionnelles en gestion des ressources humaines, gérer les conflits. Ne laissez pas ça escalader et ne les laissez pas gérer ça entre eux si c'est grave, si c'est un conflit qui ne peut se régler entre deux employés parce que c'est déjà monté, ils ont déjà une réputation ou bien leur manière d'être. Hier, on parlait d'aspects personnels, donc ça peut être des états psychologiques ou des traits personnalité. Toutes ces bonnes pratiques-là vont vous permettre d'avoir une organisation performante. Donc, merci d'avoir été avec moi. Merci de faire partie de mon étude active. Merci d'être là. Merci de participer. Partagez ce live. Plusieurs personnes peuvent être interpellées par la justice ou la non-justice. Donc, comme on a vu à travers ce live-là, des fois, on pense qu'on est victime d'injustice, mais lorsqu'on change les référents, on n'est pas. On n'est pas victime. Je vous laisse, mes amis. Allez like la page de Expopreneur MTL. Et puis, je likerai votre page aussi, question d'être juste. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai faim et mon étude n'est pas terminée. Salut!